commencer peut-être? Non? Non, c'est moi, alors j'y vais. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je me présente, je suis Corinne Pollard, responsable développement des compétences. Responsable développement des compétences, ça veut dire responsable formation au sein d'une collectivité territoriale qui est le conseil départemental du Val d'Oise. Et juste vous dire 2 mots de mon parcours. Donc j'ai commencé il y a 25 ans dans le secteur privé en tant que chargée de recrutement dans une très grosse imprimerie française, l'imprimerie nationale. Et puis, mon parcours a fait que j'ai connu une période de chômage et j'ai donc ensuite, je me suis tournée vers la fonction publique territoriale où j'ai exercé pendant 10 ans en tant que responsable emploi, donc en charge du recrutement, et aujourd'hui en tant que responsable développement des compétences. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, et je dispose de 15-20 minutes pour ça, mais je vous invite à poser des questions si vous en avez peut-être plutôt en fin de présentation pour que tout le monde ait un temps et son temps de parole. C'est que vous puissiez... donc, je vais essayer de vous donner, alors c'est très court, un quart d'heure, mais essayer de vous donner quelques conseils, des conseils un peu incontournables ou en tout cas des écueils à éviter. Sachant que j'insiste là-dessus, un entretien de stage, ça se prépare et c'est comme vous devez adopter la même démarche que si vous étiez en recherche d'un emploi. Puisqu'un entretien qui est préparé, c'est beaucoup plus de chances pour vous d'obtenir le fait que vous soyez retenu. Et puis surtout, un entretien qui est préparé, ça se sent. Voilà. Donc ça renvoie forcément pour le recruteur, des signaux positifs en termes de préparation, de construction, de réflexion, de motivation. Ce que je vous propose à propos de cet entretien de stage, c'est d'abord de bien comprendre qu'il n'y a pas que le stage en tant que tel, le jour J qui compte, il y a toute une préparation en amont qui est absolument nécessaire, et j'allais dire que c'est presque ce qu'il y a de plus important, puisque si vous travaillez bien votre entretien, a priori, les choses devraient relativement bien se passer le jour de votre entretien et vous ne devriez pas être surpris par notamment certaines questions. Donc, ce qui est important, évidemment, en amont, c'est de se renseigner sur l'entreprise et de prendre connaissance de l'offre. Se renseigner sur l'entreprise, c'est se renseigner évidemment sur les chiffres clés, sur son activité, sur ses valeurs. C'est extrêmement important. Et vous avez dû observer d'ailleurs que beaucoup d'entreprises aujourd'hui communiquent autour de leurs valeurs parce que c'est aussi ce qui les différencie de leurs concurrents. Donc ça, c'est extrêmement important de prendre toutes ces informations-là et évidemment d'étudier l'offre. Étudier l'offre, c'est la lire complètement, c'est prendre le temps de se renseigner éventuellement sur les choses qui ne vous parlent pas ou en tout cas de les identifier pour éventuellement poser des questions le jour de l'entretien. C'est bien repérer toutes les compétences qui sont demandées, toutes les spécificités, puisque à partir de cette offre dont vous allez prendre connaissance, vous allez pouvoir bâtir votre propre argumentation et mettre en avant les compétences que vous possédez qui sont transposables et les qualités professionnelles et personnelles dont vous bénéficiez aussi. Donc ça, c'est une phase qui est extrêmement importante. Moi, j'ai souvent vu, malheureusement, des candidats, alors c'était soit dans le cadre de stage, soit dans le cadre de recrutement, arriver, ne plus avoir en tête précisément ce dont le poste parlait. Voilà. Ça renvoie pas au recruteur une image de sérieux et ça peut donner l'impression que vous venez un petit peu là parce qu'il faut postuler sur des offres et que voilà, vous avez vu de la lumière et que vous tentez votre chance. La deuxième chose, évidemment, une fois que vous avez pris connaissance de l'offre, c'est de réfléchir à votre motivation. Qu'est-ce qui, dans l'entreprise, parce que l'entreprise, c'est important aussi dans votre argumentation, qu'est-ce qui, au sein de l'entreprise, vous intéresse? Est-ce que c'est l'activité? Est-ce que c'est le mode de fonctionnement? Si c'est une petite entreprise qui démarre, ben peut-être que la start-up, ça vous séduit parce que vous avez un tempérament à aimer mettre les choses en place. Voilà, il faut réfléchir à ce qui vous intéresse dans l'offre que vous avez sous les yeux et évidemment ce que vous pensez pouvoir apporter au regard de votre parcours à l'entreprise à laquelle vous vous apprêtez à répondre. Puisque finalement, l'entretien de recrutement,
c'est un peu quelque part, c'est un jeu de rôle, hein, mais l'objectif… Ah, je vous entends pas, Hamza. Non, c'est pas moi qui parle. Ah d'accord, très bien. Allez-y, suivez. Attendez, je vais remettre la diapo. Voilà. Donc, c'est important de réfléchir à votre motivation, de la construire. Pourquoi cette entreprise-là et pourquoi ce poste-là en particulier? Donc, il faut bien que pour ça, vous soyez au clair avec ce que vous avez fait, les compétences que vous avez développées. C'est important de réfléchir quand vous allez construire un petit peu votre argumentaire pour l'entretien, de trouver des exemples concrets pour étayer vos propos. Ne pas être simplement dans le déclaratif. Par exemple, si vous postulez sur un poste en négociation, ce sera évidemment pas suffisant de dire que la négociation, ça vous intéresse. Il faut expliquer en quoi ça vous intéresse et peut-être puiser dans votre propre expérience, y compris l'expérience extra-professionnelle. Hein, parce que dans l'extra-professionnel, on développe des compétences. Si vous avez fait, par exemple, de la vente en emploi d'été ou travailler dans un restaurant, toutes ces choses-là sont à capitaliser. Autre chose extrêmement importante, c'est la relecture à la fois du CV et de la lettre de motivation. Alors là, il y aurait beaucoup à dire. D'ailleurs, moi, quand je fais des ateliers, ça prend une demi-journée de parler de ce sujet-là. Donc, vous voyez, je vais faire court. En tout cas, ce qui est important, c'est que un CV est forcément accompagné d'une lettre de motivation. Ce n'est pas au recruteur d'aller chercher sur quel poste vous postulez. C'est une marque de correction. Quand on postule, on fait une démarche, on est acteur de sa démarche, donc on le signale par le biais d'une lettre de motivation. Et bien sûr, cette lettre, il faut veiller à ce qu'elle soit courte, puisque vous vous en doutez, les recruteurs reçoivent beaucoup de candidatures. Et bon, même si ce n'est pas très, très bien, je peux faire l'aveu que parfois, sur certains postes, j'avais tellement de candidatures qu'il m'est arrivé de ne pas lire l'ensemble du courrier, la lettre de motivation, si elle faisait plus d'une page. On doit pouvoir, en tant que recruteur, aller à l'essentiel. Donc, il faut un courrier clair, un courrier structuré, sans aucune faute d'orthographe. Ça aussi, c'est extrêmement important. Sur le CV, vous êtes jeune, vous n'avez pas encore développé beaucoup d'expérience professionnelle, ça doit tenir sur une page. C'est pareil. Après, alors bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais le CV que vous construisez, il n'y a pas de bon ou de mauvais CV, il y a énormément d'écoles, il y a autant de doctrines que de recruteurs. Ce qui est important, c'est que le CV, il faut toujours, quand vous construisez votre CV, que vous vous posiez la question de qu'est-ce que j'ai envie de montrer de moi et de mon parcours professionnel. Et vous pouvez d'ailleurs indiquer, et je le recommande quand ce sont des activités extra-professionnelles qui sortent un peu de l'ordinaire, vous pouvez indiquer dans les centres d'intérêt d'autres choses que vous faites. Par exemple, si vous êtes trésorier d'une association, vous développez des compétences à ce titre-là et c'est intéressant de pouvoir le mentionner. Donc, le CV, il doit vous ressembler. Donc, il y a tout un débat autour de la photo, pas photo. La photo, si vous en mettez une, si vous faites le choix de mettre une photo, c'est une photo professionnelle, avec une posture professionnelle. Je vous le dis parce que j'ai vu des tas de photos où j'avais l'impression que les gens dansaient le flamenco. J'en ai eu un qui tournait sa salade. Voilà, donc c'est important parce que le CV, c'est le premier document que l'employeur va avoir sous les yeux qui vous concerne. Donc, ça va renvoyer une image de vous. Voilà. Donc, c'est vraiment, vraiment à soigner. C'est le premier contact que l'employeur va avoir avec vous. Une autre chose qui est extrêmement importante à préparer avant l'entretien, c'est se préparer aux questions un peu classiques que les employeurs ont l'habitude de poser. On va vous demander, évidemment, de vous présenter. On va vous demander pour quelles raisons vous souhaitez vous positionner sur ce poste-là. Donc, ça veut dire qu'il faut y avoir réfléchi et ça renvoie au deuxième point. Hein. Il faut construire, il faut structurer sa motivation et expliquer sa démarche. On peut aussi vous demander, alors la question n'est pas toujours posée de la même manière, mais quelles sont vos qualités professionnelles ou quels sont vos défauts? Parfois, on va vous dire, de votre point de vue, quels sont-ils? Moi, je préfère poser la question du point de vue de l'employeur, c'est-à-dire quelles sont les qualités que vos maîtres de stage, si vous avez fait des stages, ou vos employeurs vous reconnaissent de manière un peu récurrente. C'est un peu plus objectif. En tout cas, cette question, elle arrive très souvent. Et c'est vrai, quand on est recruteur, on a du mal, comme ça m'est arrivé quelquefois,
à entendre le candidat qui dit « Ah bah, je me suis jamais posé cette question-là, en fait, j'ai pas réfléchi. » Non. Vous préparez votre entretien, vous savez que ces questions-là peuvent arriver et vous êtes là pour vous mettre en avant. Donc, il faut veiller à choisir les qualités professionnelles que vous souhaitez mettre en avant et regardez bien pour ça le descriptif de l'offre parce que ce serait intéressant de faire une passerelle entre ce qui est demandé dans l'offre. Par exemple, si on demande des qualités rédactionnelles, c'est intéressant à un moment donné que vous puissiez montrer que vous possédez ces compétences-là. Voilà. Donc, les questions, ces questions-là, il faut absolument s'y préparer. Pourquoi ce poste? Pourquoi notre entreprise? Qu'est-ce qui ferait? Parfois, cette question-là est posée, elle n'est pas très facile. C'est finalement pourquoi on retiendrait votre candidature plutôt que les autres. Et puis, par rapport au poste, il faut que vous ayez, vous aussi, repéré les questions que vous souhaitez poser. On ne peut pas croire, quand on prend simplement connaissance d'une offre de poste, que tout soit limpide pour vous. Il y a forcément des choses que vous ne connaissez pas ou qui ne vous parlent pas dans l'offre. Il ne faut pas hésiter à poser des questions. 1, ça montre que vous avez lu l'offre. 2, que vous vous intéressez au contenu. Et donc, ça aussi, ça renvoie des signaux qui sont plutôt des signaux favorables. Et enfin, il ne faut pas hésiter à s'entraîner, y compris devant votre glace, si ça vous aide. Parce que ce qui est extrêmement important, c'est que, je vais le voir dans la slide d'après, c'est que si vous êtes convaincu par ce que vous dites et si vous êtes assuré, vous multipliez vos chances de convaincre celui qui est en face de vous. Voilà, je ne sais pas si, peut-être les questions, ce sera tout à l'heure. Alors, on continue. Alors ça, c'est pareil, hein, ce sont des petites choses qui sont évidentes, mais ça ne mange pas de pain de les rappeler. La ponctualité, c'est extrêmement important. On peut être en retard. Alors, surtout aujourd'hui où la plupart des entretiens se font en visio. Ah, je me vois moi. Pardon. Surtout aujourd'hui où les entretiens se font beaucoup en visio, on vous pardonnera difficilement d'être en retard et c'est une marque de respect, la ponctualité. Donc ça, c'est important. Soigner sa présentation. Alors la présentation, elle a un double sens. C'est évidemment votre présentation, la manière dont vous allez exposer votre parcours, donc ce qui suppose que vous l'ayez travaillé, puisqu'il faut que ce soit synthétique, structuré, mais que ça vous permette de mettre en avant tous vos atouts personnels par rapport au poste sur lequel vous postulez. Donc, il y a la question de la présentation du fond. Et puis, il y a la présentation, la forme. Évidemment, ça aussi, ça va mieux en le disant. On ne vient pas en entretien avec un pull. Il y a un minimum de correction à avoir. Donc, on a une tenue qui est professionnelle. Alors, prévoir le bloc-notes, ça peut être utile si vous avez des questions à poser, de le noter, surtout là en visio, j'allais dire que le recruteur ne le voit pas, hein, donc ça ne gêne pas. Vous pouvez aussi avoir à disposition à côté de vous, si ça vous rassure, votre CV. Mais le CV, c'est un appui. Vous ne lisez pas votre CV. Moi, il m'est arrivé d'avoir des candidats qui relisaient leur CV. Votre parcours, vous le connaissez. Donc, c'est un appui. Mais on est d'accord, vous n'êtes pas dans la lecture. Pensez à poser des questions. Il faut penser à... Souvent, dans l'échange, on vous laisse vous présenter. Voilà, c'est un temps un peu libre. Et ensuite, le recruteur vous pose des questions sur des précisions qu'il souhaite avoir. Il faut que vous aussi, à la fin, vous puissiez, généralement, on vous dit qu'il y a ce temps-là de disponible, vous ayez des questions à poser. Ça, c'est vraiment important. Pour moi, ça a toujours fait la différence. Ça témoigne d'une motivation. Le fait que vous vous intéressiez à la manière dont ça fonctionne, au contenu du poste, aux attentes sur le poste. Ça peut être des questions sur la société aussi, hein, dans laquelle vous postulez. Pratiquez l'écoute active. Alors, évidemment, vous allez beaucoup parler, puisque ce qu'on attend de vous, c'est que vous puissiez exposer votre parcours. Mais il va falloir aussi que vous écoutiez, puisqu'on va vous poser des questions. Donc, pratiquez l'écoute active. Ça veut dire qu'il faut reformuler les questions si vous n'êtes pas bien sûr d'avoir compris. Hein, l'important, c'est vraiment d'être dans cette interaction
Il ne faut pas avoir peur parfois de ne pas comprendre. L'erreur qui peut être faite et qui parfois est faite, c'est qu'on n'a pas compris la question, mais on est tellement stressé qu'on ne veut pas montrer qu'on ne l'a pas comprise et on répond. C'est toujours plus intéressant de dire, excusez-moi, est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que ce que vous souhaitez que ce à quoi je réponde, c'est bien ça? Donc, c'est important l'écoute active. Et enfin, je terminerai par le fait qu'il faut faire attention évidemment à sa posture et au tic de langage. Vous savez que on a à peu près 7% de ce que l'on dit qui passe par le langage. Tout le reste, c'est tout le reste, c'est l'attitude, la posture. Donc, on peut dire des choses dans le discours et avoir une attitude qui montre exactement le contraire. Moi, j'ai eu des candidats qui étaient affalés sur leur siège, qui étaient très en retrait, qui croisaient les bras. Voilà. Vous êtes dans une démarche active, donc vous êtes vers votre interlocuteur, vous faites attention à la manière, à l'image que vous allez lui renvoyer de vous. Et sur l'éthique de langage, c'est plus compliqué. C'est pour ça que c'est intéressant si vous avez la possibilité de faire des entretiens à blanc. Moi, c'est ce que je fais avec, je l'ai fait par exemple avec ma fille, parce que faire des entretiens à blanc, ça vous permet ensuite de faire un débriefing et de pointer des petites choses qui sont de l'ordre du tic du langage. C'est pas bien grave si vous dites souvent alors, en fait, mais si c'est trop prononcé, le risque, c'est que le recruteur se focalise sur ce tic de langage et en perde un peu de son attention sur le fond de ce que vous dites. Voilà. Après, je suis consciente, hein, c'est un exercice qui n'est pas facile, vous êtes forcément stressé, le recruteur le sait. Vous avez aussi le droit de dire à un moment donné, si vous avez du mal à démarrer ou si vous avez perdu vos moyens, de dire écoutez, là je suis un peu stressée, voilà. Le recruteur évidemment vous laissera quelques secondes pour vous rassurer et vous reprendre et repartir de plus belle. Voilà. Donc la posture, c'est important. Il n'y a pas ce que vous dites dans le fond qui est important. Il y a la manière dont vous le dites. Donc c'est l'élocution, c'est l'argumentation, puisque ça va déjà dire des choses de vous. Si vous êtes synthétique trop, voilà, ça va déjà donner une image de vous. Si vous avez tendance à vous délayer beaucoup dans les détails, on va vous demander si vous avez la capacité d'être synthétique. Donc vraiment, le CV, c'est le premier document dont l'employeur va prendre connaissance. L'entretien, ce qui va finir pour lui de forger son opinion. Et puis la troisième étape, il en reste une quand même, parce qu'une fois que vous avez passé l'entretien, évidemment, le recruteur va choisir, mais dire vous aussi, vous avez ce temps de réflexion qui vous est proposé, puisque réflexion, vous avez tout à fait la possibilité de dire au vu des échanges avec le recruteur, finalement, vous ne souhaitez pas maintenir votre candidature. Donc, c'est un temps pour vous aussi. C'est important d'avoir noté tous les points, toutes les informations qui vous ont été communiquées pendant l'entretien. Ça peut toujours vous être utile. En général, c'est bien d'envoyer ces remerciements, effectivement, hein, pour remercier sur la qualité de l'entretien, éventuellement poser d'autres questions si vous en avez. Et suivre sa candidature, c'est, voilà, si on vous annonce une réponse pour dans 15 jours, si au bout de 15 jours, vous n'avez pas de réponse, vous pouvez appeler pour savoir où en est le processus de recrutement. Mais je vous invite là-dessus à ne pas trop insister. Parce que moi, pour avoir été dans cette situation-là, parfois, ça a été contre-productif et ça m'agaçait vraiment que les candidats m'appellent, si je leur disais 15 jours, qu'ils m'appellent au bout d'une semaine et qu'ensuite, ils m'appellent tous les 3-4 jours si le processus de recrutement n'avait pas pu être finalisé. Voilà, donc c'est suivre, mais c'est pas insister. Voilà, globalement. Alors, c'est c'est un peu frustrant pour moi parce que j'aurais envie de vous dire beaucoup d'autres choses, mais voilà, ce sont grandes règles qu'il faut, de mon point de vue, respecter pour mettre toutes les chances de son côté pour réussir son entretien de recrutement. Ok, parfait. Alors, je remercie beaucoup Madame Pollard pour cette présentation, même si ça mérite vraiment d'être beaucoup plus détaillé. Mais je pense que Madame Pollard a fait vraiment le maximum pour vous résumer un petit peu tout ça et pour que ça puisse un petit peu vous aider dans votre démarche. Alors, donc, moi, je vais vous parler de quelque chose. Donc, déjà, je me présente. Moi, c'est M. Fatala Hamza. Je suis le fondateur et le CEO
de Studiland Canada. Donc, comme vous le savez, Studiland Canada, c'est une plateforme de recrutement donc entre étudiants européens principalement et employeurs canadiens. Donc, on va revenir un petit peu en détail sur ça un petit peu plus tard. Donc, premièrement, moi, je vais vous parler un petit peu de quelque chose que vous devez savoir si vous envisagez venir au Canada, occuper un stage ou un emploi, d'accord? Et donc, on va parler un petit peu des différences entre le Canada puis l'Europe d'un point de vue professionnel, d'accord? Alors, ce que vous devez savoir, c'est que le Canada, c'est un pays où il fait bon vivre, malgré le froid, d'accord? Donc, malgré les 3 mois de froid entre décembre, on va dire, et février et mars, où on frôle, par exemple, ici à Montréal, les -20, -21, c'est juste une question d'habitude. On peut comme s'y habituer quand on vit. Personnellement, je me suis habitué. Ça fait comme 6 ans que je suis au Canada et on finit bien par s'habituer. Alors, donc, mais à part ça, le Canada occupe le 2e rang des meilleurs pays au monde, derrière l'Allemagne, d'accord? Donc, sur un classement de 60 pays, d'accord? Il faut noter que le Canada, c'est un pays qui se développe très, très rapidement, donc parce qu'il a le soutien des États-Unis et de plusieurs autres pays économiquement, bien éventuellement. Alors, ici, le Canada, c'est un petit peu 20 fois la France, donc je ne sais pas si vous imaginez un petit peu la grandeur du Canada, mais pour la moitié de la population de la France. Donc, ici, on est aux alentours de 40 millions, d'accord? Et c'est ce qui va faire que le taux de chômage est très élevé parce que tout simplement, l'offre est plus grande que la demande. Donc, le Canada, depuis des années, il a une problématique majeure économiquement, c'est qu'il est toujours en pénurie de main-d'œuvre. C'est pour ça que les programmes d'immigration vers le Canada sont beaucoup plus souples, sont beaucoup plus faciles par rapport aux États-Unis, par exemple. Donc, où là, bien éventuellement, on a une masse humaine et que, voilà, donc il y a un certain équilibre entre l'offre et la demande sur le marché du travail. Alors, en soi, on va parler aussi du point de vue de la santé, d'accord? Donc, le Canada, c'est un pays un petit peu comme la France. Donc, quand vous êtes résident permanent, donc si vous êtes amené à vous installer au Canada, donc vous avez exactement les mêmes avantages sociaux, d'accord? Puis vous avez des vacances payées, des congés payés, et donc vous avez exactement pratiquement les mêmes normes du travail, à part qu'au Canada, on travaille 40 heures au lieu de 35 heures, donc à la française. Et donc, c'est ce qui place le Canada un petit peu à la 14e position et le 14e pays plus riche au monde. Monsieur Armand, est-ce que vous pouvez passer, s'il vous plaît? Alors, maintenant, là, je vous parle un petit peu d'un point de vue macroéconomique. Donc là, on va passer un petit peu d'un point de vue plus précis et c'est le point de vue de l'entreprise elle-même. D'accord? Donc, comme je vous l'ai dit, donc l'horaire typique de travail, c'est de 9h à 17h. Donc, les gens préfèrent commencer un petit peu plus tard que le 8h midi, 14h, 18h traditionnel en France. On va prendre 30 minutes de déjeuner au lieu de 2 heures. L'ambiance au travail, elle est beaucoup plus détendue donc, et moins formelle par rapport à l'Europe. Donc, il faut dire que la relation entre l'employeur puis l'employé au Canada, elle est limite amicale qu'en France où vraiment la hiérarchie doit s'imposer. Et donc, c'est ce qui rend un petit peu l'ambiance de travail plus sympa et que, voilà, que les travailleurs donnent vraiment le meilleur d'eux-mêmes. Donc, après, il y a bien éventuellement des avantages et des inconvénients à ça par rapport au type de contrat de travail qu'il va y avoir. Donc, le licenciement, il est beaucoup plus souple qu'au Canada par rapport à la France. Mais après, parallèlement, c'est plus facile de trouver du travail. Dans le fond, le gouvernement canadien est parti du principe qu'ils ne veulent pas contraindre, bien éventuellement, puisqu'il y a la pénurie de main-d'œuvre, ils ne veulent pas contraindre l'employeur avec des démarches administratives lourdes pour recruter. Bien éventuellement, il y a des démarches administratives qui sont simplifiées, qui sont faites en ligne, et on peut engager un employé au bout de 20 minutes si on le souhaite. Et donc,
il ne va pas rendre vraiment cette tâche-là très, très difficile pour les employeurs, pour encourager les employeurs à recruter plus facilement. Mais derrière, ils vont aussi les aider que si un employé ou une employée ne fait plus le travail ou les résultats escomptés pour lui, il peut la licencier à moindre coût, d'accord? Et donc, c'est un rapport win-win entre l'employeur et l'employé. Bien éventuellement, l'employé a toujours ses indemnisations prévues par la Charte du travail du gouvernement canadien. Alors ici, la notion même, pourquoi cette notion de licenciement ou de recrutement est plus souple? Parce que la mentalité canadienne, c'est un petit peu la mentalité américaine. Donc ici, on va plus favoriser l'entrepreneuriat, d'accord? Et donc si bien éventuellement vous voyez un petit peu le ratio entre salariés et entrepreneurs en France, puis le ratio entre salariés et entrepreneurs au Canada, vous allez remarquer que ici, vous allez voir un grand taux d'entrepreneurs. Pourquoi? Parce que au Canada, il vous suffit de 34 $, c'est ce qui équivaut 25 € pour ouvrir votre entreprise. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un local commercial. Vous pouvez le faire à partir de votre chambre et j'ai pas peur de dire que c'est ce qui est arrivé avec Studiland au début. Studiland au début, j'avais un appartement, l'équivalent d'un 3,5, où j'avais ma chambre privée, puis mon salon, c'était mon bureau. Et le gouvernement encourage les gens à faire ça au début. Pourquoi? Ça leur permet bien éventuellement d'essayer le potentiel d'une entreprise, mais après, quand ça grandit, bien éventuellement, vous êtes tenu d'avoir un bon bureau, ce qui est le cas maintenant. Donc, l'ambiance au travail, comme je vous ai dit, elle est beaucoup moins détendue. Donc, l'autonomie et l'esprit collaboratif sont encouragés. Donc, ici au Canada, on travaille en équipe, on ne travaille pas forcément seul. Et il faut vraiment, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils sont très, très sociaux. Beaucoup plus sociaux qu'en France. Donc, ça veut dire que les gens vont vous tutoyer du premier coup. Donc, peut-être que ça peut être choquant pour certains, mais comme ici, c'est vraiment c'est l'habitude. On peut se tutoyer de façon normale et sans que ça choque dans un milieu de travail traditionnel. Est-ce que vous pouvez passer, Monsieur Armand? 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 Ok. Monsieur Armand? Ok. Je pense qu'il y a un blocage. Oui, parce que je suis passé. Hein. Ok. Ah, c'est bon. Parfait. C'est bon. Alors, maintenant, on va rentrer à un sujet où c'est plus ma spécialité, d'accord? Donc, je tiens à dire que je ne suis pas conseiller en immigration canadienne. Donc, Studiland Canada est une plateforme qui va aider des jeunes étudiants à effectuer leur stage au Canada, d'accord? Bien éventuellement, on n'est en aucun cas un cabinet de conseil en immigration. Donc, si vous voulez, nous, notre mission, c'est de vous trouver l'entreprise chez qui vous allez passer votre stage ou votre emploi. Donc, on ne vous aidera pas forcément dans les démarches administratives parce qu'on n'est pas habilité à ça. Toutefois, donc, on vous rapporte d'après notre expérience un petit peu les conditions pour réaliser un stage au Canada. C'est qu'il faut être âgé déjà entre 18 et 35 ans. Donc déjà, vous, en Belgique, si vous êtes de nationalité belge, d'accord, vous ne pouvez pas faire de stage coop, d'accord? Cependant, on a trouvé un petit peu la combine avec les entreprises partenaires, c'est que vous faites un PVT de 1 an, d'accord, un permis vacances-travail, puis vous êtes sous contrat de travailleur indépendant avec les entreprises et cette expérience-là va être validée en stage par les entreprises partenaires, d'accord? Donc, ce qui est d'après nos avocats tout à fait légal et faisable. Alors, donc, pour le programme EIC de manière générale, donc, il faut être âgé entre 18 et 35 ans. Il faut être de nationalité européenne. Donc, si vous êtes français, bien éventuellement, vous avez le droit au stage coop et là, ça résout tous les problèmes. Si vous êtes belge,
comme je vous ai dit, il faut vraiment passer par le PVT. Donc, il faut être titulaire d'un passeport valide européen, encore une fois. Donc, il faut être inscrit dans un établissement d'enseignement. Donc, ça veut dire que votre université doit vous fournir une convention de stage. Donc, après, dans votre cas, la convention de stage n'est pas obligatoire si vous voulez avoir une expérience en tant que PVT, mais si vous avez à valider un diplôme, par exemple, avec votre vous voulez valider un diplôme avec votre PVT, c'est totalement faisable avec nos entreprises partenaires. Donc, ne pas avoir participé à la catégorie de stage liée aux études. Donc, il faut comprendre que le programme EIC, Expérience Internationale Canada, c'est l'aboutissement de 3, on va dire, mini-programmes qui sont le permis stage coop, le jeune professionnel, puis le PVT. D'accord? Alors, si vous avez participé une fois au PVT, vous ne pouvez pas participer une deuxième fois. Par contre, vous pouvez accumuler un PVT, par exemple, puis un jeune professionnel pour vous en Belgique. Alors, il faut disposer de ressources financières suffisantes. Donc, un voyage comme votre entretien et comme mademoiselle Paula vous l'a dit tout à l'heure, ça se prépare aussi. D'accord? Donc, il faut prendre en compte que vous aurez un billet d'avion à payer. Vous aurez bien éventuellement maintenant avec le coronavirus un hôtel à votre arrivée à payer aussi, puis votre logement à payer. Donc les premiers mois, pendant que le premier salaire ou les premières commissions commencent à tomber, donc vous devez être vraiment indépendant financièrement. Maintenant, vous avez un avantage, on va dire, mondialement économique, c'est que 1 euro, c'est 1,50 $. Et donc, par forcément, vous avez à peu près 30-40% de pouvoir d'achat par rapport au Canada quand vous disposez d'euros. D'accord? Donc, je vais vous donner un exemple très simple pour un loyer au Canada. Donc, ici, le loyer pour un appartement va basculer entre 600 et 700 $ canadiens, ce qui avoisine les 400 euros. Et je pense que 400 euros, c'est difficilement trouvable, on va dire, à Paris ou à Bruxelles. Et donc, même dans des petites villes en Belgique et en France, 400 euros, c'est vraiment le minimum qu'on va pouvoir avoir. Donc, ici, pour le même prix, vous avez un 3,5 qui est l'équivalent d'une chambre et un salon tout seul. Donc, voilà. Il faut aussi souscrire à une assurance santé, d'accord? Donc, ça, c'est très, très important. Alors, il faut savoir qu'au Canada, l'hôpital, ce n'est pas la même chose qu'en France et en Belgique. Et j'ai lu des expériences qui peuvent être choquantes, d'accord? Parce qu'il y en a qui se sont amusés à venir sans assurance. Donc, il faut savoir qu'ici, le docteur ne coûte pas 23 euros, il coûte 300 $. Qu'une nuit à l'hôpital, elle n'est pas gratuite, elle n'est pas prise en charge par la Sécu, mais elle coûte 1200 $. Et que si vous êtes par malheur aux soins intensifs, ça coûte entre 13 et 15 000 $. D'accord? Et donc, imaginez si vous y êtes pendant 2-3 jours. Ça fait quand même une petite fortune dont vous ne disposez pas et ça risque de terminer dans les tribunaux. Et c'est ce qui est arrivé à une étudiante française ici au Canada qui n'a pas souscrit à la bonne assurance. Alors, il faut que vous faites attention aussi, maintenant dans le contexte du coronavirus, que le coronavirus dans les contrats d'assurance n'est plus pris en compte comme cas de force majeure. Donc, ça veut dire que si vous souscrivez à une assurance et que vous tombez malade par le coronavirus, c'est pas certain que votre assureur puisse vous indemniser sur le temps que vous passez à l'hôpital. Donc, c'est la raison, je recommande, avant le visa, avant la demande de stage, de s'assurer auprès de sa banque ou de son assureur qu'elle dispose bien d'une assurance qui la prendra en charge à telle hauteur ou telle hauteur. Donc, ce qui est recommandable, c'est 1 million de dollars. Donc, après, dépendamment de votre état de santé, mais je crains dire que maintenant, avec le coronavirus, il n'y a personne qui est épargné. Donc, je recommande vraiment, mais vraiment, donc de souscrire la bonne assurance, quitte à ce que ce soit plus cher. Mais dites-vous bien que vous êtes rentable à la première fois où vous tombez malade. D'accord? Je vous l'espère pas en tout cas. Monsieur Armand? Donc, comme je vous l'ai dit, pour la Belgique, ça sera vraiment le permis vacances-travail
Donc, il va vous permettre de résider et de travailler sans limite sur le territoire canadien. Donc, ce qu'il faut savoir que le permis vacances-travail, c'est un permis de travail ouvert, d'accord, qui va vous permettre de travailler, et c'est une erreur, c'est pour la Belgique, c'est 1 an et non pas 2 ans, d'accord. Donc 2 ans, c'est pour la France. Donc pendant 1 an, vous avez le droit donc d'accumuler plusieurs emplois, donc de faire par exemple votre stage et un emploi secondaire. Vous avez le droit de travailler pour autant d'employeurs que vous voulez, d'accord. Donc parce que c'est un permis de travail qui est ouvert, mais par contre qui est limité dans la durée. Ça veut dire que vous devez quitter le territoire une fois que votre permis de travail est expiré. Monsieur Armand. Ok. Donc, le permis de stage pour partir au Canada. Donc, si vous êtes intéressé, nous avons un petit livret blanc, d'accord, avec toute la procédure qui est expliquée, même pour le PVT. Donc, ça fait 20 pages. Donc, ça, comme on n'est pas expert en matière d'immigration, donc on a demandé à notre avocat de le corriger, d'accord. Donc, nous, on s'est documenté vraiment comme source du site de l'immigration canadienne. Et donc, il y a un petit peu de documentation et un petit peu d'expérience. Donc, on a essayé de vous faire les captures d'écran les plus adéquates, les plus compréhensibles possibles pour que vous puissiez ne pas vous perdre. Mais en tout cas, ça a été corrigé par notre avocat et validé par notre avocat en immigration. Et donc, vous pouvez le consulter de façon gratuite et sans limitation. Monsieur Brett. OK. Alors, maintenant, c'est quoi la plateforme Studiland Canada? Donc, comme je vous l'ai dit, Studiland Canada a été créé fin 2017, début 2018 par moi-même, d'accord? Donc, moi-même, j'étais étudiant de 2008 à 2013. Donc, j'étais étudiant en France, pas loin de chez vous, d'accord? Donc, à l'École supérieure de commerce d'Amiens, Picardie. Et donc, moi aussi, j'étais étudiant et moi aussi, j'ai galéré, excusez-moi l'expression, pour trouver un stage, comme tous les étudiants. Et à travers les années, donc, il y a eu une petite histoire qui a fait que ça serait trop long de vous raconter qu'en 2017, donc, j'ai eu l'idée de recruter justement des stagiaires pour des entreprises partenaires. Et donc, ça a commencé comme ça. Puis en 2019, avec la forte demande qu'on a eue avec la France puis la Suisse aussi, donc on a décidé d'automatiser avec une intelligence artificielle tous les processus de recrutement, d'accord. Donc c'est là où ce que Madame Pollard a dit au début, ça rejoint parfaitement ce que vous devez faire, parce qu'aujourd'hui, au-delà de la RH traditionnelle, on va dire, qui va vraiment prendre le temps d'examiner votre CV, aujourd'hui, il existe des entreprises un petit peu comme nous où on va faire des extractions automatiques de données, d'accord. Donc, ça veut dire que c'est des intégrations en intelligence artificielle qui vont aller voir si cette donnée ou telle donnée est là ou pas, et donc va faire des conclusions et vous allez avoir une note, d'accord. Donc, c'est la raison pour laquelle que ce soit au niveau de la préparation de votre candidature ou au niveau de votre CV ou au niveau de la présentation de la lettre de motivation, tout doit être parfait. J'ajouterai seulement de vous assurer qu'il y ait les mots-clés, comme quand vous voulez référencer par exemple un site web, vous vous assurez d'avoir les mots-clés que les gens vont pouvoir taper sur Google pour vous trouver. Ben, c'est exactement ça. Donc, alors, un recruteur ou un logiciel qui utilise de l'intelligence artificielle pour recruter comme Studiland Canada, d'accord, a besoin d'avoir ces mots-clés pour que vous soyez dans le top du classement. Alors, suivant de ce que je vous ai expliqué maintenant, donc Studiland Canada est une plateforme qui va relier des compétences étudiantes avec des besoins d'entreprises canadiennes pour des postes qualifiés ou hautement qualifiés. Donc, nous, on travaille principalement avec les plus grandes universités en Europe, donc 613 en tout, et les grandes écoles de commerce, d'accord. Donc, principalement, 70% ou voire 75% de nos recrutements se font à partir des écoles de commerce ou des universités avec des campus spécialisés en commerce. Alors, l'objectif de Studiland est de vous apporter vraiment une expérience professionnelle enrichissante au sein d'entreprises canadiennes. Donc, nous, notre travail,
c'est de voir un petit peu votre profil, de l'analyser, de vous faire passer un entretien via Zoom. Donc, on va avoir une cote globale, une notation globale qui est présentée dans le logiciel qui s'appelle Studyland Apps, installé chez les entreprises. Et c'est un petit peu pour les entreprises comme le Tinder du stage, d'accord, si j'ose dire. Et donc, il suffit aux entreprises de comme 5 à 10 minutes pour filtrer entre 5 à 10 candidats, d'accord. Donc, on fait gagner du temps aux entreprises, par conséquent, on leur fait gagner de l'argent et on fait gagner aussi du temps aux étudiants et on leur fait gagner de l'argent aussi. Donc, l'année dernière, on a mené une étude de 6 mois pour calculer un petit peu le temps moyen qu'un étudiant passe à chercher un stage, d'accord? Et donc, on est arrivé à la conclusion de 55 heures. Et donc, 55 heures multipliées par le salaire minimum en Belgique ou en France, je pense qu'il va s'articuler autour de 11 ou 11,25. On est rendu comme approximativement à 650 euros. D'accord? Donc, à chaque fois que vous cherchez votre stage, vous dépensez 650 euros toutes les 55 heures de recherche. D'accord? Et donc, nous, on a pensé vraiment à une formule où les étudiants vont pouvoir économiser de l'argent, d'accord, et préparer mieux leur voyage en travaillant, d'accord. Donc, au lieu de chercher votre stage, la plateforme le fait pour vous, d'accord. Bien éventuellement, la plateforme a un coût qui est beaucoup plus intéressant que ce que vous perdez en temps, parce que en soi, vous avez 650 euros, 600 euros, pardon, pour 55 heures de travail ou de recherche sans certitude de résultat, d'accord? En plus du stress psychologique, de l'attente interminable. Et donc, nous, via cette plateforme-là, on a enlevé ce stress-là, on a enlevé toute cette période d'attente. Pourquoi? Parce que la plateforme va fonctionner vraiment à l'envers. Et de Indeed, de LinkedIn ou de d'autres plateformes qui font pas la même chose que nous, mais avec qui on est plus ou moins dans la même branche. Par exemple, si vous allez sur Indeed et que vous postulez, on est d'accord que vous allez envoyer en moyenne par mois un petit peu près de 100 candidatures à raison de 3 candidatures par jour. Sur les 100 candidatures, il y en a 95 pour lesquelles vous n'allez pas recevoir tout simplement de réponse. D'accord? Et comme l'a dit Madame Pollard tout à l'heure, c'est que parfois, les recruteurs n'ont même pas le temps de finaliser la lecture de votre candidature parce que, premièrement, faute de temps. Deuxièmement, ils n'ont pas les logiciels adéquats pour finaliser votre candidature ou lire votre candidature en entier pour savoir vraiment ce que vous cherchez ou bien ce que vous valez vraiment. Alors, nous, on n'a pas lié à ce problème-là parce que la plupart des processus se font automatiquement. Puis, suite à l'entretien, vous avez une cote globale qui est visible par les entreprises. Et donc, à ce moment-là, c'est vraiment le chemin inverse qui se fait. Ce n'est pas les étudiants qui cherchent une entreprise, c'est l'entreprise qui va avoir besoin de vous, d'accord? Et donc, et ça, c'est ce qu'on fait exactement. Ça veut dire que c'est l'entreprise qui va avoir besoin de vous pour que vous puissiez travailler en stage. C'est l'entreprise qui cherche et vous répondez à la demande. Et non pas l'inverse qui est fait traditionnellement. Vous cherchez et l'entreprise répond à la demande. D'accord? Et donc, nous, c'est vraiment ce qu'on fait. On est spécialisé dans ça. Et ça fait maintenant 3 ans et demi que on fait ça et un petit peu plus de 850 étudiants sont venus avec Studyland Canada, hautement satisfaits. On dispose aujourd'hui d'un petit peu plus de 40 partenaires avec qui on travaille et qui nous prennent des stagiaires, donc à savoir la Banque de Montréal qui était vraiment à l'origine de la création du processus parce que moi avant, pour la petite histoire, je travaillais pour la Banque de Montréal et justement, je leur ramenais des stagiaires. C'est comme ça que je suis arrivé à résoudre l'une de leurs problématiques par rapport à un poste donné. Et c'est là où je leur ai dit, écoutez, je m'en vais, vous serez mes clients, puis on reste amis. Ils ont accepté. Donc à ce jour, on travaille encore ensemble sur un petit peu plus de 85 postes pour des postes de technicien en carte de crédit.
On travaille aussi avec le sous-traitant Google. Et donc, ça, c'est un poste que vous risquez de beaucoup voir. Donc, ça s'appelle négociateur B2B. Et donc, lui aussi, on est aux alentours de 70-80 postes par an. Et donc, ça, c'est vraiment de la négociation pure et dure. Et comme l'a dit Madame Pollard, donc, si vous passez un entretien pour le poste de négociateur B2B, il ne faut pas juste dire j'aime la négociation, ça ne suffira pas. Parce que chez eux, c'est vraiment des vendeurs purs et durs et vous apprenez vraiment beaucoup de choses. Alors, nous, chaque semaine, et je pense que vous l'avez vu via notre nouvelle plateforme qu'on a lancée pas plus loin que la semaine dernière. Donc, il y a la version 3 du Studieland Canada qui a été lancée début avril. Donc là, vous avez vraiment un espace où c'est beaucoup plus clair. Donc, vous pouvez créer un compte, vous pouvez suivre votre candidature en direct, vous pouvez consulter les offres directement au niveau de la page offre, donc par ville, que ce soit à Montréal, à Québec ou à Gatineau. Et donc, via un petit formulaire, vous allez pouvoir candidater de façon très, très facile. Et puis, nous, généralement, on va vous appeler au bout de 5 jours, une semaine maximum, pour effectuer un entretien, bien éventuellement. Ensuite, Monsieur Armand. Donc, ma présentation prend fin, d'accord. Donc, je vous invite à poser une question à Madame Pollard tout d'abord pour ne pas la retenir plus longtemps. Puis, je vous écoute pour des questions qui sont dédiées à moi. Merci beaucoup pour votre attention, messieurs et dames. Au revoir. Je vous écoute si vous avez une question. Est-ce que quelqu'un a une question? Est-ce qu'ils ont l'accès? Oui, ils ont la possibilité d'écrire dans le fil de conversation ou de lever la main. Donc, chers étudiants, si vous aviez une question, n'hésitez pas à donc lever la main ou écrire dans le fil de conversation. Si vous n'avez aucune question, peut-être le noter aussi dans le fil de conversation. C'est que probablement les intervenants ont donné toutes les informations nécessaires. Donc, n'hésitez pas. Pour M. Collin, tout était clair, donc il n'a pas de questions. En tout cas, en attendant, s'ils ont des questions, mais à mon avis, je pense qu'ils n'en ont pas. Je voulais vous remercier pour votre intervention, pour tous les renseignements clairs, complets. C'était très riche. Et donc, je voulais aussi remercier les étudiants de leur participation. Et donc, il me semble que de toute façon, j'enverrai aux participants un document concernant Studieland Canada. Je ne sais pas si on peut éventuellement aussi transmettre les PowerPoint. Ça, c'est comme vous souhaitez. Oui, pas de souci. Pas de souci. Voilà, Monsieur Armand va gérer avec vous un petit peu la suite du processus au niveau des fiches de poste et au niveau des publications et ainsi au niveau des candidatures. Donc, on reste en contact par email, ça me fera très très plaisir. Je vous remercie beaucoup, Madame Boutique, pour avoir organisé cette réunion, avoir pris le temps. Je remercie aussi Madame Pollard pour avoir pris le temps de nous expliquer et nous donner un petit bout de, on va dire, de la crème et de la cerise de son expérience. Et donc voilà, je vous remercie à vous tous au nom du Studieland Canada et de son équipe. Merci. Merci. Bonne journée à tous. Bonne journée, au revoir.